Eh bien, merci Luc. Je vais vous parler effectivement de l'anatomie du carré des lombes, l'anatomie appliquée au carré des lombes. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, le carré des lombes, c'est rangé dans les blocs, les plane blocks. Hein. Donc, pour avoir un plane block, il nous faut des nerfs à bloquer et il nous faut un espace de diffusion. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on peut injecter notre produit anesthésique pour avoir donc une efficacité sur le QL. Alors déjà, le carré des lombes, c'est quoi? C'est un muscle. C'est un muscle de la paroi postérieure de l'abdomen. C'est un muscle dont il faut connaître bien les rapports anatomiques, et notamment les insertions pour pouvoir bien se repérer en échographie. Sur la partie supérieure, il s'insère sur la 12e côte, la côte flottante. Sur la partie inférieure, on est sur la crête iliaque. En médial, le carré des lombes s'insère sur les apophyses transverses de L1 à L4. Et en latéral, donc c'est un bord libre. Le carré des lombes, donc, il est au sein d'un complexe musculaire assez riche, car pareil, qu'il faut bien connaître pour bien pouvoir se repérer en sonoanatomie. D'abord, sur sa partie antérieure, on va avoir le muscle psoas, qui est, donc longe le rachis, hein, qui longe les corps vertébraux. Sur sa partie latérale, latérale et postérieure, on va avoir les muscles habituels de la paroi abdominale, de la superficie vers de la profondeur vers la superficie. On a d'abord le muscle transverse, puis le muscle oblique interne. J'attire votre attention sur le fait que l'anastomose de ces deux muscles en postérieur se rejoignent pour former un tissu extrêmement dense. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Et puis encore un petit peu plus superficiel, on a donc le muscle oblique externe, ça tout le monde connaît hein, via le tab block. Sur la face postérieure, on va avoir les muscles érecteurs du rachis, hein, en gros dans le quart postérieur entre les épineuses et l'apophyse transverse des vertèbres. Et puis encore un petit peu plus superficiel, on va avoir le muscle grand dorsal. Mais ce qui nous intéresse, là je vous ai parlé des muscles, ce qui va nous intéresser c'est quand même les nerfs avant tout. Et donc où cheminent les nerfs qui vont être intéressants qui cheminent à proximité du carré des lombes, hein, et pourquoi ce muscle est un carrefour intéressant? Eh bien on va avoir les nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques issus de la racine L1 qui vont cheminer en avant du muscle carré des lombes avant d'arriver dans l'espace TAP. On va avoir la dernière racine thoracique T12, hein, sur la partie supérieure du muscle carré des lombes, avant pareil de rentrer dans l'espace TAP. On va avoir à proximité, latéralement, le plexus lombaire, hein, je vous rappelle qu'il y a de nombreuses racines qui cheminent à l'intérieur du muscle psoas. Donc au niveau également des vertèbres, encore plus médialement, on va avoir la chaîne sympathique qui participe à l'innervation viscérale, hein, qui participe sans doute à l'innervation viscérale. Alors, très bien, je vous ai parlé de muscles, je vous ai parlé de nerfs, mais comme je vous l'ai dit, il faut des espaces de diffusion. Et cet espace de diffusion, l'espace de diffusion qu'on va trouver dans le carré des lombes, eh bien, c'est grâce à un gros fascia de la partie postérieure du rachis qui soutient tout le rachis au niveau lombaire, qui s'appelle le fascia thoraco-lombaire. Alors, je vous ai mis ici une coupe de niveau L3. On retrouve les structures anatomiques que j'ai précédemment décrites, les muscles donc érecteurs, hop, les muscles donc érecteurs du rachis en arrière, carré des lombes en latéral, en antérieur le muscle psoas, les muscles de la paroi latérale de l'abdomen qu'on connaît très bien avec le tab block, le muscle grand dorsal. Je vous ai figuré ici donc les nerfs qui passent à proximité du muscle carré des lombes, hein, et donc je vais vous parler maintenant du fascia thoracolombaire, donc le fameux espace de diffusion qui va donc contingenter l'espace pour avoir des espaces de diffusion satisfaisants. On va avoir d'abord, au niveau de ce fascia thoracolombaire, un feuillet postérieur, hein, qui va cheminer donc en arrière des muscles érecteurs du rachis, qui englobe hein, l'aponévrose toute médiale du grand dorsal. Hein. On va avoir ensuite un feuillet moyen qui chemine en arrière du muscle carré des lombes et qui va se terminer avec les aponévroses médiales des muscles transverses et obliques internes. Et enfin, on va avoir un feuillet antérieur qui va donc lui être en interne, en antérieur du muscle psoas, en antérieur du muscle carré des lombes, puis se prolonger par le fascia transversalis latéralement et antérieurement. Et donc, ces feuillets vont ménager des gaines dans lesquelles on va pouvoir faire circuler de l'anesthésique locale.
Où est-ce qu'on va pouvoir injecter pour notre carré des lombes? On va pouvoir injecter déjà latéralement. Hein, donc ça c'est le bloc du carré des lombes numéro 1, le QL1. On injecte latéralement, hein, sur le bord latéral du muscle carré des lombes. On va pouvoir injecter sur sa face postérieure. Et à ce moment-là, on parle d'un QLB2, hein, QLB numéro 2. On va pouvoir injecter sur sa face antérieure, hein, et donc là on parle de carré des lombes transmusculaires ou QLB4. 3, pardon, QLB3. Enfin, certains ont décrit une approche intramusculaire, mais qui est un petit peu plus anecdotique et donc qui porte le nom de QLB4. Alors, une fois qu'on va avoir injecté nos anesthésiques locaux, soit en 1, 2, 3, 4 un petit peu moins, on va avoir donc une diffusion de notre anesthésique locale. Et qu'est-ce qu'on va bloquer de manière systématique? On va bloquer de manière systématique l'ilio-inguinal, l'ilio-hypogastrique de manière proximale, ainsi que la branche T12. Thomas vous en parlera plus précisément par la suite. On peut également, par ces espaces de diffusion, avoir une diffusion vers la chaîne sympathique paravertébrale et donc envisager une analgésie viscérale, qui est extrêmement difficile à appréhender. On ne peut absolument pas tester cette analgésie simplement sur du ressenti de patient. On peut avoir également une diffusion de proximité vers le plexus lombaire. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas forcément un effet qui est désiré là, dans la réalisation d'un bloc du carré des lombes. Et donc il faut faire attention, notamment plutôt quand on fait un QLB3, de ne pas avoir de faiblesse musculaire au niveau du quadriceps par des racines lombaires qui donnent l'innervation pour le fémoral, hein, de L2 à L4 qui serait prise dans le bloc. On va avoir aussi potentiellement une diffusion paravertébrale vers le haut, hein, diffusion qui est un petit peu mystérieuse. Les études cadavériques sont discordantes sur le sujet, mais effectivement, cliniquement, certaines études rapportent des niveaux sensitifs métamériques jusqu'à T7. Et enfin, certains parlent d'une diffusion donc thoracique via un autre espace qui s'appelle le fascia endothoracique. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est une diffusion qui est encore un petit peu plus complexe, pareil, qui reste à préciser. Alors au niveau sono-anatomique, on obtient ces images. Hein, Victor vous montrera lors de la live démo comment on obtient ces images. Et donc, une fois qu'on a ces images, on retrouve les structures anatomiques précédemment décrites. Ici, on a la partie postérieure, hein, sur la droite de l'écran, la partie antérieure sur la gauche de l'écran. On va voir les muscles érecteurs du rachis, carré des lombes ici, psoas en antérieur. On va avoir les muscles de la paroi abdominale qui se terminent ici, principalement le muscle transverse et l'oblique interne, et puis le muscle grand dorsal qu'on peut voir, qui est extrêmement fin ici. Attention, on est proche soit du péritoine, soit de la loge rénale. Hein, on est dans l'espace rétropéritonéal ici, et donc bien faire de l'hydrolocalisation et vérifier la position de son aiguille, hein, pour ne pas risquer de léser les organes internes abdominaux. Je vous ai représenté ici de nouveau les feuillets du fascia thoracolombaire, le feuillet postérieur en marron, le feuillet moyen en vert et le feuillet antérieur en bleu. Et donc, on va pouvoir injecter en latéral avec un bloc du carré des lombes de type 1, QLB1, en postérieur, sous le feuillet médian du fascia thoracolombaire, donc QLB postérieur, un QLB3 qui cette fois-ci est transmusculaire sur la face antérieure du carré des lombes, hein, entre le carré des lombes et le muscle psoas. Et enfin, comme je vous l'ai dit, un peu plus anecdotique, le QLB4 qui est intramusculaire. Merci pour Olivier pour cette excellente mise au point. En tout cas, ce bloc qui devient un peu plus clair, hein, on va dire. En tout cas, l'anatomie, les espaces de diffusion semblent plus clairs. Il y a toujours les discussions sur les fibres sympathiques, etc. J'ai bien sûr 2 ou 3 questions comme d'habitude, t'imagines bien. La première, c'est la nomenclature. Ça reste toujours un moment compliqué qu'il va falloir régler. Parle-t-on du QL1, QL2 et QL3? Parle-t-on de bloc latéral, postérieur ou antérieur? À ton avis,
Dans la littérature, on trouve les deux, non? Alors, dans la littérature, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu confus au premier abord. Effectivement, on trouve les deux nomenclatures et il va falloir à un moment donné préciser les choses. Moi qui aime bien l'anatomie, j'ai plutôt tendance à privilégier voilà, le QL antérieur, postérieur, latéral. Mais c'est vrai qu'après, quand on en parle entre collègues, c'est vrai que c'est aussi simple des fois de dire bon, fais un QLB2, fais un QLB3. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'anatomiquement, pour mieux comprendre ce qui se passe, il faudrait plutôt retenir antérieur, latéral, postérieur. Dans la région, quelles sont pour toi les zones à risque au bout du compte, si tant est qu'il y en ait beaucoup, quoi. Alors, il n'y en a pas tellement, il faut dire en face. Mais... Alors, c'est un bloc qui n'est pas facile, parce que la visualisation des structures, c'est compliqué. On n'a pas toujours une belle visualisation, et c'est pour ça qu'il faut réussir à se repérer avec les structures adjacentes. Les zones que je trouve éventuellement à risque, c'est principalement l'espace rétropéritonéal avec la loge rénale, hein, attention au rein, attention au côlon, on peut avoir aussi être directement en intrapéritonéal, attention au côlon, hein, on est vite perdu, et en plus souvent on pique avec une sonde convexe, et on sait que la sonde convexe sur des blocs profonds c'est parfois difficile la visualisation de l'aiguille. Voilà. Donc voilà. Après, sur la face postérieure du carré des lombes, on a aussi des petites artérioles qui passent, des artères lombaires, hein, auxquelles il faut prêter attention, éventuellement en faisant un petit Doppler, un petit coup de Doppler, un beau test d'aspiration, hein, pour éviter de léser. Il y a des cas décrits d'hématomes, ça reste très anecdotique pour l'instant, hein, vu le nombre de QLB qui ont été réalisés dans les littératures, mais il y a effectivement des hématomes qui ont été décrits. Alors, en fait... quelque part, l'élément de certitude neurologique qu'on va bloquer, ça va être l'ilio-hypogastrique. Alors, l'ilio-inguinal, l'ilio-hypogastrique, de manière proximale, ça c'est certain. C'est quand même formidable parce que ça reste des nerfs extrêmement importants pour la partie sous-mésocolique, distale de certains nombres d'interventions. La partie sous-ombilicale, abdominale, et éventuellement avoir la partie latérale de la fesse. Voilà, c'est ça. L'ilio-hypogastrique laisse une branche qui va passer au-dessus de la crête iliaque, et donc ça a peut-être un intérêt dans les prélèvements de crête iliaque. Pour la chirurgie de hanche, ça reste à préciser, hein, mais donc il y en a certains qui l'utilisent un peu dans la chirurgie de hanche. Pour l'instant, nous, on n'en est pas très convaincus. Non, bon, voilà. C'est un peu tôt encore. Voilà, c'est encore un peu tôt. Et pour toi, est-ce que ce QL3 s'apparente à un bloc paravertébral? On est proche, on est loin? Alors clairement, on est nettement inférieur à ce qu'on pourra faire en paravertébral. Alors un paravertébral lombaire, ça reste compliqué, hein. Bien sûr. Voilà. Mais on est clairement inférieur à ce qu'on ferait en paravertébral sur, je dis n'importe quoi, mais de la chirurgie de thorax, rien à voir en termes d'efficacité. Hein, probablement que donc il y a un petit peu de liquide qui potentiellement arriverait dans l'espace paravertébral, mais ça reste pas grand-chose. C'est comme le SP qui on a cru que ça allait passer, voilà, c'est pas bien clair tout ça. Non, c'est pas bien clair encore. En tout cas, merci pour cette mise au point. Et puis maintenant, on va donc passer un joli film. Voilà.